Geste du deuil. En campagne, dans les villages, dans les villes, chaque mort est aujourd'hui gérée par des professionnels. Voyez de quel amour le Père nous a aimés, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes dès à présent enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Depuis la levée du corps jusqu'à la mise en terre, les pompes funèbres guident la famille, la conseillent, assument la plupart des formalités. Pour que le jour de l'enterrement, la cérémonie et les gestes d'adieu se déroulent sans accroc. Mais qui sont ces professionnels? On n'en vient pas forcément par recrutement d'annonces, on en vient par un désir d'accomplir une activité qui soit un peu spéciale, qui ne soit pas la même que celle de tout un chacun, et un désir de service peut-être également. En aucun cas un goût du morbide, non, une activité libérale qui se veut au service de son prochain. Et vous-même, comment est-ce que vous avez démarré dans cette activité? Par le bois. Étant ébéniste de formation, j'ai suivi les échelons, les différents échelons qui amènent à une organisation d'entreprise de pompes funèbres. Voilà. Et la troisième possibilité est qu'ils prennent l'urne avec eux. Bon, il y en a encore en fait quand une quatrième... Entreprise privée de service, les pompes funèbres générales à Genève accueillent leurs clients dans des bureaux clairs et feutrés. L'entreprise compte une dizaine de collaborateurs réguliers. D'accord? Voilà. Voilà l'ami. Merci. D'accord. Au revoir. Au revoir. Rien ici ne rappelle la mort, sauf peut-être quelques photographies de collection. Nous avons voulu éviter d'alourdir le chagrin des familles en deuil par des attributs de couleur ou par des attitudes, et nous voulons, tout en ayant beaucoup de respect, essayer d'alléger la peine des familles. Il semble que cela corresponde à un désir, une volonté bien délimitée de la part des personnes, de la part de la population en général. Vous avez changé aussi la couleur de vos corbillards, par exemple, ces dernières années. Exact, nous les avons modernisés, enfin mis en couleur gris, comme vous l'avez remarqué du reste. Et c'est un peu moins prenant, un peu moins marquant également. Les gens n'aiment pas trop que se singulariser. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'on veut cacher à tout prix la mort? Oui, j'en ai l'impression. Malheureusement, il y a une évolution qui va dans ce sens au fil des années. La mort gêne. Elle gêne dans ses manifestations visibles, dans le noir qui lui est attribué. Elle gêne la circulation routière. Madame Barr. Oui, j'ai vu, elle m'a dit. Peut-être qu'on le reverra. Madame... Alors vous allez prendre place dans les voitures, voilà, dans vos voitures voilà. respectives, Ouais. et je guide votre famille également. Le maître de cérémonie des pompes funèbres pense à tout. Installez-vous, monsieur. Autrefois, au passage du convoi, on levait son chapeau, on s'arrêtait respectueusement un instant. Aujourd'hui, c'est l'indifférence. Les convois ne traversent d'ailleurs pratiquement plus nos villes. Est-ce que vous déplorez le fait qu'on voit quand même moins de convois en ville maintenant?
Écoutez, comme homme, oui, parce que je pense que c'était une manière publique de rendre hommage à ses défunts, et ça a une certaine importance. C'est une manifestation d'une condition de vie qui tend à disparaître, mais évidemment, si c'est un souci de simplification qui émane de la population, nous devons nous y conformer. Ce souci de simplification n'est-il pas dû aussi au coût des prestations des pompes funèbres, coût que les gens trouvent souvent élevé? Mourir ne devient pas plus cher qu'une autre activité humaine, revient au prix que l'on veut bien consacrer aux choses de la mort. Il y a une échelle très large, très grande, une diversification très grande de prestations possibles. Les frais d'enterrement assumés par les familles sont souvent motivés pour des raisons plus profondes que celles d'un rang social. Tout commence par le choix du cercueil. De moins de 1 000 à plus de 20 000 francs, du plus simple au plus luxueux, tout est possible. Il y a aussi des cercueils relativement particuliers. C'est exact, des cercueils destinés à être mis spécialement en caveau ou à recevoir des corps embaumés peut-être, avec présentation possible des défunts. Donc ceci est un triple cercueil qui correspond à des normes, à des prescriptions internationales pour le transport des corps. Comme vous le savez, il faut qu'il y ait un cercueil en plomb qui soit lui-même placé dans une enveloppe d'une certaine épaisseur. Et l'intérieur, évidemment, il faut qu'on puisse capitonner, ce qui fait qu'il y a 3 cercueils dans l'autre, l'un dans l'autre. Ça, évidemment, c'est un cercueil qui revient beaucoup plus cher. Ah, c'est évident que ça, c'est un cercueil qui, par sa construction, par sa conception, est d'un coût beaucoup plus élevé que le cercueil courant. Mais enfin, il existe parce que nous le demande parfois. Et il faut qu'on puisse satisfaire les demandes. À combien revient-il, par exemple, celui-là? Ah, c'est un cercueil qui est excessivement cher, qui dépasse les 10 000 francs. 18 000 francs ce cercueil. Effectivement, que peut bien justifier une telle dépense? Si les pompes funèbres générales offrent leurs services aux familles endeuillées, elles fabriquent également dans la banlieue lausannoise leurs cercueils et divers accessoires en bois. Sapin, chêne ou bois précieux appellent les gestes habituels du menuisier. Il crée ainsi une gamme complète de cercueils, de genres et de tailles différents. On fait quelques-uns 170, mais la plus courante, c'est les 185. Nous faisons des 2 mètres, puis nous avons quelques pièces en 2,10 mètres pour des toutes grandes personnes. Et puis alors, en différents formats, au point de vue grosseur, il y a des extragons, n'est-ce pas, en 2 dimensions. Combien de cercueils est-ce que vous faites par année? Environ 6 000. Comment est-ce qu'il est possible de planifier votre travail, votre fabrication ici? Eh bien, on la planifie en fonction des ventes d'une année sur l'autre. À 100 pièces près dans les plus courants, 100-200 pièces près, ça revient pratiquement la même chose. Est-ce qu'il y a des moments dans l'année où il y a plus de demandes que d'autres? Oui, il y a des périodes. Des fois l'automne, hein, suivant les automnes qu'il fait. Hein. L'entreprise des pompes funèbres générales a pour la Suisse son siège à Lausanne. Ses nombreuses succursales, comme ici celle de Genève, quadrillent une bonne partie du pays. Nous assurons des services dans toute la Suisse romande, une partie de la Suisse allemande également, Berne, Soleure. Vous êtes très dynamique commercialement. Nous le devons, monsieur, nous le devons. Ça veut dire, par exemple, que lorsque, dans un petit village ou une contrée, quelqu'un cesse l'activité de pompe funèbre, on a assez volontiers vu les pompes funèbres générales racheter l'entreprise, par exemple.
Écoutez, si le marché se présente, pourquoi pas? Nous sommes là pour servir la population d'une manière ou d'une autre. Une bonne centaine de personnes s'emploient à l'organisation des pompes funèbres générales. Et cela commence dans la menuiserie pour terminer dans les services funéraires en passant par les services administratifs. Combien de véhicules est-ce que vous avez à disposition sur le plan roman? Nous avons une septantaine de véhicules utilitaires répartis dans les différentes succursales. Quelle est la situation à Genève concernant les pompes funèbres? Alors à Genève, il y a 3 entreprises privées et une entreprise qui dépend des pouvoirs publics de la ville de Genève. La troisième, l'entreprise Monet, vient d'être rachetée par les pompes funèbres générales. Ce commerce assez petit et ses grands scandales, souvent ressenti par le public comme un total manque de respect des morts. Oh, j'en pense que c'est une réaction très humaine, c'est tout à fait normal que l'on n'aime pas se préoccuper des choses de la mort. La vie en elle-même n'est pas faite pour penser à la mort constamment. Dès lors, il y a des réactions qui sont assez explicables, mais il y a aussi d'autre part, je dois le reconnaître, il y a eu des erreurs dans le temps qui se sont commises dans l'activité des pompes funèbres, des erreurs commerciales, il y a eu des abus, il y a eu aussi, comme dans toutes les autres activités, on les a moins pardonnés dans le secteur des pompes funèbres, mais en définitive, les gens sont reconnaissants d'une manière générale que nous existions et savent nous le prouver et nous le témoigner. Chaque ville, chaque région gère à sa façon ses services mortuaires ou une partie de ceux-ci. Gratuits à Zurich ou à Bâle, ils sont souvent coûteux hors des centres urbains. À Genève, par exemple, les pompes funèbres officielles de la ville côtoient les 2 entreprises privées. Les pompes funèbres officielles traitent à elles seules les 2/3 des 3200 décès annuels du canton. Horaires irréguliers, disponibilité, tact donnent aux fonctionnaires de ce service un statut privilégié. Et puis le dépôt du corps se ferait à la chapelle des rois, je ne sais pas si c'est possible. D'accord, c'est très bien. C'est Plat Palais? C'est peut-être Plat Palais. Voilà. Alors, à la chapelle des rois, donc, vous pourrez rendre visite à votre défunt dans les heures qui sont indiquées là. C'est ça, oui. Je donne cette carte avec mon nom. S'il y a quoi que ce soit, vous pouvez toujours m'atteindre jusqu'à vendredi à 18 h. Très bien. Voilà, je laisse ça. Merci. Les réactions des familles sont assez différentes. Nous préférons, nous, faire venir les familles ici au bureau parce qu'elles n'ont plus de souvenirs trop marquants, des souvenirs des objets, par exemple, ou un livre quelconque, qui rappelle un souvenir de l'être disparu et qui, à tout moment, procure un serrement de cœur ou une émotion quelconque. Nous avons beaucoup l'habitude des gens venant chez nous, nous observons ces gens et on voit tout de suite à qui nous avons affaire et comment nous pouvons réagir vis-à-vis d'eux. Est-ce que les familles sont souvent très tristes, très marquées par un départ, par un deuil de Roche? Ils sont assez marqués, mais disons, le contact que nous avons avec eux, notre façon d'être, un sourire de temps en temps allège bien la peine. Et quelques mots gentils aussi. Combien dure ce premier entretien avec une famille? Le premier entretien peut durer depuis un quart d'heure jusqu'à 1 heure, 1h15, 1h30. Qu'elles soient publiques ou privées, toutes les funérailles en ville de Genève sont planifiées et centralisées ici.
Oui. Tu me donnes un service à la mosquée. Un service à la mosquée, il faut mettre... Service à la mosquée, ensuite c'est un départ, c'est une soudure, et puis on part par avion pour Tripoli. On pourrait mettre à 15 heures. 15 heures, ouais. À 15 heures, alors, culte... 15 heures... À la mosquée. Et puis ça part par avion pour Tripoli ensuite. On fait la soudure après le service. Les pompes funèbres officielles de la ville offrent bien entendu les mêmes services qu'une entreprise privée, à la différence près que tout citoyen a droit chez elle, s'il le désire, à des funérailles gratuites. Ont droit à cette gratuité des obsèques les personnes qui sont donc originaires de la ville de Genève, de la commune de la ville de Genève, qui sont domiciliées sur le territoire de la ville de Genève, et ou éventuellement celles qui sont nées sur le territoire de la ville de Genève. Il faut avoir une de ces trois conditions, répondre à une de ces trois conditions pour obtenir la gratuité des obsèques, soit enterrement, soit incinération. Quelles sont alors les prestations des pompes funèbres lors d'obsèques gratuites? Exactement les mêmes que pour les payants, simplement que le choix du cercueil est imposé et les familles ne peuvent pas choisir le cercueil comme elles le veulent. C'est où elles demandent la gratuité, elles en bénéficient et elles s'accommodent à la prestation qui est offerte, ou alors elles payent entièrement les obsèques. Si la famille accepte la gratuité, un certain nombre de frais restent cependant à sa charge. Les fleurs, la collation ou le repas, les faire-part ou les avis mortuaires dans la presse. Et ce n'est pas peu de choses. Le prix varie d'un journal à l'autre, puisque chaque journal a donc ses prix. Par exemple, sur cette page que nous avons là, je vois par exemple un avis mortuaire à peu près de cette grandeur-là. Il faut compter environ 450 francs. Par contre, un autre... Pour une parution? Pour une parution, vous voyez. Et dans un seul journal? Et dans un seul journal. Par exemple, celui-ci, qui est à peu près un avis mortuaire moyen, on compte environ 250-300 francs. Et les tout petits? Alors, les tout petits, c'est des avis, ça varie entre 70 à 100 francs. En général, des avis comme ceci, il faut compter 70 à 80 francs. 283, quartier 2. Dépenses somptuaires d'autrefois, gratuité d'aujourd'hui. Ce changement dans les mœurs et les coutumes souligne la distance qu'a prise notre société rationnelle face aux événements de la mort. En 10 ans, à Genève, le nombre des obsèques gratuites a triplé. Aujourd'hui, on en compte plus de 800 sur les quelques 3200 décès annuels. Bon, cette évolution s'explique d'une part parce que, suite à des interventions politiques, on a offert, on propose aux gens, s'ils ont droit à la gratuité, s'ils acceptent cette gratuité ou non. Et puis, il faut remarquer une chose aussi, c'est que les gens, de plus en plus, mettent moins d'argent dans les enterrements ou les incinérations. Cette vieille coutume ancestrale de la pompe funèbre tend vraiment à disparaître. Les gens, de plus en plus, tiennent à faire les choses sobrement. Le service officiel des pompes funèbres, cimetières et crématoires occupe à Genève près de 90 personnes. À
À la campagne, jusque vers les années 1960, on trouvait encore des corbillards tirés par des chevaux. Soumissionnés ou privés, ces services faisaient partie des solidarités villageoises. Dans les Franches-Montagnes, Léon Froidevaux reste le dernier convoyeur mortuaire. Il habite le Noirmont. Ça finit avec les chevaux, vous voyez quoi. Enfin, ça demande beaucoup de dévouement. Premièrement, il faut un cheval facile pour aller aux cérémonies. Il faut se faire habituer aux cloches. Des fois, quelquefois, quand on enterre un enfant musicien, il y a quand même la fanfare, il faut que le cheval s'épouvante. Et il faut quand même des choses faciles. Puis deuxièmement, dans nos villages, on n'a plus beaucoup d'agriculteurs. Puis tout le monde est beaucoup occupé. Maintenant, il y a une entreprise de pompes funèbres qui se monte à Seigne-Légier. Alors, en général, c'est eux qui font ça. Mais le Noirmont, c'est selon un peu le désir des autorités qui ont voulu maintenir un peu cette tradition. Dans le temps, c'était donc quand il y avait un décès, on prenait un agriculteur le plus proche, c'était lui qui s'occupait de ça. Mais vous voyez que maintenant, dans notre village, on était 40 à 50 agriculteurs il y a 40-50 ans en arrière. Maintenant, nous sommes encore 3. Il n'y a plus que moi qui a des chevaux. Alors, mon grand-père a eu fait ça, mon père. Et après, on est toujours venu, comme on dit, chez Ernest. Dans notre famille, on dit chez Ernest. Alors, on est toujours venu nous solliciter. Et c'est pour rendre un peu service aux familles qui sont dans la tristesse, dans la peine, qu'on fait ça. Combien est-ce que vous faites de convois dans une année? En général, ça varie entre 17 et 20. Des fois, des années, on avait 22. Puis des années, seulement 7 une année. Mais en général, c'est entre 15 et une vingtaine, comme ça, 17, 18. On vous paye pour ce travail? Oh ben, je suis une petite rétribution. Je demande 30 francs. 30 francs. Alors, vous voyez que je ne profite encore pas beaucoup de la situation. Je fais plutôt ça pour rendre service à la communauté, à la population du village. Voyons, on est sur la terre pour se rendre service. Après le convoi et la cérémonie religieuse, on approche de la dernière demeure, le cimetière. À Châteaudet, le fossoyeur, jardinier à la commune, a déjà creusé la tombe. Contrairement au fossoyeur citadin, Arthur Auguet connaît toutes les personnes qui l'enterrent. Je suis jardinier du cimetière. Donc on n'utilise pas le terme de fossoyeur? C'est-à-dire non plus maintenant. 9 fois, oui. En quoi exactement consiste votre travail, M. Auguet? Ah ben de faire les gazons ici, faire les tombes. Et puis l'automne, la taille des arbres. Enlever les monuments. Et puis, alors, l'automne, je prépare les tentes pour l'hiver. Comment est-ce que vous devez les préparer? Eh bien, j'en compte une quinzaine. Je les ouvre à 30 cm. Je les remplis de feuilles, mets les plateaux. Et puis alors, c'est pas gelé du tout pour l'hiver. Parce que sinon, ce serait difficile à creuser. Ah oui, ce serait gelé à tout qu'à 50 cm. Ouais. Alors il faudrait venir le compresseur, ça va pas. Est-ce qu'on s'habitue à ce genre de travail? Eh bien, oui. C'était assez difficile parce que la première année que je suis venu, j'avais été justement là-haut dans la vallée avec un copain, chercher du foin. Et puis il m'a dit, si des fois je viens à mourir, tu viendras à mon enterrement, vu qu'il y a des couilles. Puis la première fois ce que j'ai fait, c'était pour lui, ici, juste ici en bas. Alors ça fait un peu drôle, hein. La femme m'a dit de prendre du bon côté, puis ça ira bien. Puis en effet. Les professionnels de la fleur et les artisans de la pierre sont généralement installés aux abords des cimetières. Ils sont sollicités par les familles pour la décoration des tombes et la création des monuments.
À Clarens, près de Montreux, l'atelier d'un marbrier. Depuis 3 générations, la famille Borla y taille des monuments funéraires. Malgré des normes officielles restrictives et à côté de l'uniformisation due à la fabrication industrielle, l'artisan sculpteur peut encore créer des pierres tombales personnalisées. On peut quand même faire un métier artisanal avec un certain plaisir si on arrive à créer un modèle ou bien une manière de travailler la pierre qui est plus agréable que de n'utiliser que des machines, par exemple. Selon vous, est-ce qu'il existe un art funéraire? Non, je pense pas. Je crois pas. Mais il y a un style. Est-ce qu'il y a un style Borla, par exemple? Non, pas vraiment, je pense pas. On peut identifier les monuments que je fais, mais c'est peut-être pas dans le style, c'est dans la facture, d'une part. Peut-être le choix des matériaux qui me sont assez propres. En tout cas, dans des pierres naturelles, j'aime volontiers aller les choisir moi-même dans les carrières au Tessin, par exemple. Alors là, oui, à ce moment-là, on peut les reconnaître comme ça. Mais disons, sur le plan vraiment artistique, il n'y a que très rarement des créations vraiment véritables. Je pense que le fait que les marbriers sont des artisans et non pas des artistes, n'ont pas reçu une formation adéquate pour vraiment être créateurs. Il me semble d'ailleurs qu'on assiste maintenant à une certaine banalisation, une certaine uniformisation des monuments dans les cimetières. Oui, absolument. Oui. Ça provient de quoi? Mais je pense qu'il y a différents facteurs. Un facteur primordial est que pendant longtemps, on n'a plus d'apprentis. Le métier s'est développé à l'aide de machines, voire de machines automatiques même, ce qui fait qu'une bonne partie du métier manuel, du métier intéressant, petit à petit a disparu. Clément Borla, l'artisan, comme bien d'autres dans la profession, a tout de même recours aux pierres débitées, sciées, polies par la machine. Ces pièces, prêtes à être gravées et montées, lui sont livrées par l'entreprise Bianchi installée dans la banlieue lausannoise et qui fournit aussi les principaux marbriers de Suisse romande. Je pense qu'un monument artisanal ne coûte pas plus cher qu'un monument entièrement produit à la machine dans un matériau provenant souvent de l'étranger et assez coûteux. Parce qu'il y a des granites provenant de l'étranger qui sont finalement très chers. Ceux qui sont très à la mode sont très chers. Et je pense que si on imagine un prix déterminé d'un monument cher, on arrive certainement beaucoup plus bas en faisant un monument ouvragé à la main. Qu'est-ce qu'il faut compter maintenant, par exemple, pour une croix polie comme celle que vous avez à côté de vous? Comme ceci, là, si c'est un monument cinéraire, c'est un granit de Suède noire poli, justement, mais une croix comme ça, il y a quand même de la finition à la main. Un monument comme ça coûterait, je pense, environ 2500 francs pour une tombe cinéraire. Hein, c'est donc une petite pièce. Mais si on devait faire une croix de cette dimension-là pour une tombe d'ensevelissement, on arrive pratiquement aux environs de 4500 à 5000 francs avec l'inscription, la pose, donc tout compris, le monument placé au cimetière. Je pense qu'il y a beaucoup de gens maintenant pour qui les décès, la mort ne comptent plus du tout.
Mais par contre, les gens qui continuent à faire des tombes, je pense, y attachent beaucoup plus d'importance qu'avant. C'est moins une habitude, mais c'est probablement un besoin profond qu'ils ont de faire un monument. Et je pense qu'à ce niveau-là, alors les gens choisissent plus, réfléchissent plus à ce qu'ils veulent qu'avant. Vous ne serez pas encore au chômage demain? Mais ça, je ne pense pas, je ne sais pas, mais je crois que depuis qu'il y a l'humanité sur Terre, il existe des tombes. Les gens ont besoin de marquer des choses, d'avoir des racines, de se cramponner, je ne sais pas, d'une manière ou d'une autre. Alors je pense que ce n'est pas encore pour demain qu'on arrêtera de le faire. Même si on manque de place dans les grandes villes, même si on veut faire des cimetières tout à fait anonymes comme ça, je pense que ça restera toujours. Ça. C'est ici, dans ce champ de repos, que restera gravée la trace d'une vie. Cette vie que l'on rappellera si souvent dans les pensées et les gestes du souvenir. Mariastein, près de Bâle, le 2 novembre, jour de la commémoration des fidèles trépassés. Les pères bénédictins du monastère se rassemblent et prient dans la crypte pour le repos de leurs frères défunts. Werdest du, Herr, unsere Sünden beachten? Herr, wer könnte bestehen? Doch bei dir ist Vergebung, damit man dir in Ehrfurcht dient. C'est ici que chacun trouvera place le jour de sa mort, comme ceux qui les ont précédés. Ich warte voll Vertrauen auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen. De tout temps, les nobles, riches ou hommes d'église, ont eu droit au privilège de caveau dans les cryptes, cathédrales ou églises paroissiales. Denn beim Herrn ist die Huld, bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ja, wird Israel erlösen von all seinen Sünden. Beim Herrn ist die Huld, bei ihm Erlösung in Fülle. Pour les autres, les alentours immédiats de ces lieux saints donnaient l'espérance de la sanctification. Ainsi, en général, les cimetières entouraient les églises, comme ici dans le Val d'Anivier. La terre y était bénie. D'abord lieu de rencontre et parfois d'assemblée, le cimetière témoignait de l'intégration des morts au monde des vivants. Les cimetières ont été ensuite expatriés pour raisons d'hygiène hors des limites villageoises ou urbaines. S'ils gagnent en poésie et en silence, ils ne sont plus ce rappel quotidien des disparus. Dans ces cimetières de la campagne vaudoise, la pierre gravée ou dessinée illustre des trajectoires de vie.
La discrétion de nos petits cimetières contraste avec cette entrée monumentale du cimetière de Seelfeld à Zurich. Ce portique du XIXe siècle, d'un style architectural triomphant, marque désormais les limites entre le monde des vivants et celui des morts. Il faut passer la porte. Au fond de l'allée se trouve le premier crématoire construit en Suisse en 1889. Différents styles se côtoient dans ces concessions qu'achètent pour plusieurs générations des familles en quête d'immortalité. C'est aussi le lieu où la communauté se souvient de ses personnages les plus illustres. Loin des bruits de la ville, les cimetières deviennent de plus en plus des parcs somptueux. Quelques monuments anciens et des arbres séculaires rappellent le respect dû à ces lieux et offrent aux visiteurs l'ombre et le silence. Ailleurs, dans un autre secteur, le cimetière accueille les morts d'aujourd'hui. Ailleurs encore, le columbarium. C'est ici, dans chacune de ces niches, que peuvent être déposées les cendres des personnes incinérées. Pour Bâle, un seul cimetière moderne, celui du Hörnli. Véritable nécropole, cette cité des morts, construite en 1932, frappe par sa conception utopique et son gigantisme. Elle est à l'image des prétentieuses réalisations architecturales de l'époque. Par souci d'esthétisme, les quelques 60 000 tombes existantes sont réparties selon un plan précis, censé rompre l'uniformité. Diversifier, c'est aussi laisser à l'artiste la possibilité de créer une œuvre originale, mais réservée, bien entendu, aux concessions familiales acquises à grand prix.
Parc ou champ de repos, le cimetière bâlois consacre un espace à ceux qui, humblement, souhaitent un retour anonyme à la terre. La tombe du solitaire. Si le cimetière est par excellence le lieu du souvenir, c'est en général dans les maisons que revivent, sous forme d'images, les proches disparus. Les photographies et les images mortuaires étaient accrochées au mur et rejoignaient les objets de la piété populaire. C'est encore le cas dans la maison de Delphine Crétat, en Anivier. Ceci, c'est ma maman. Celui-là, c'est mon papa. Celui-là, c'est mon grand-père. Ceci, c'est un oncle. Et sa femme. Et leur fille. Et le rangé dessous? C'est d'en bas, sont ceux du village. Cette fille, non. C'était une parente éloignée. Et ça, c'est une sœur éloignée. Donc, ce sont vos parents et vos amis? Oui, c'est de mon village. Oui. Dont vous vouliez garder le souvenir? Oui. Maintenant, ils ne font plus. Et c'est bête, ça, il faut avoir des souvenirs. Est-ce que vous priez souvent pour vos morts? Tous les soirs. Tous les jours. Pour nos morts, pour les vivants, pour vous. Est-ce que vous leur offrez encore des messes? Non, maintenant, on donne quand ils meurent. Il y en a qui donnent, toujours. Mais moi, pour ma soeur, j'ai donné parce qu'il était en réparation avec l'église. Et alors, j'ai donné 1000 francs pour l'église. Et on m'a dit que ça comptait pour le repos de son âme. Paroles et gestes du souvenir. Si tout au long de l'année, le souvenir des défunts reste plus ou moins vivant dans les cœurs, c'est en novembre, le mois des morts, qu'il est le plus célébré. Familles endeuillées et jardiniers professionnels savent faire sur les tombes pour qu'au jour de la Toussaint, les cimetières deviennent de véritables champs de fleurs. Souvent, une flamme veille, symbole d'éternité pour les chrétiens. Lentement, le temps efface le souvenir, mais les rites de la Toussaint le ravivent année après année. Ce jour de la Toussaint, c'est un jour où nous voulons être présents d'une manière tellement particulière à nos morts, à tous nos défunts. Aujourd'hui, on visite les cimetières, on prie sur nos tombes, on prie davantage ici à l'église. Notre cimetière est fleuri comme jamais. On se rencontre en famille. Les morts nous rassemblent. Qu'est-ce que ça signifie?
À Halle, dans le Jura, comme dans les régions catholiques très pratiquantes, Toussaint, plus que toute autre fête, rassemble les familles dispersées. La communauté des vivants se souvient, chante et prie pour ses morts. Anciennement fêté le 2 novembre, jour de la commémoration des fidèles trépassés, les morts sont aujourd'hui souvent célébrés avec plus de solennité le 1er novembre, jour de la Toussaint. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Si nous mourons avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. Souviens-toi de Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Autrefois, le rituel religieux des 1er et 2 novembre était très précis, rythmé par les manifestations communautaires et les gestes familiaux ou individuels. Dans le temps, c'était le vrai jour pour les défunts. L'après-midi arrivait pour les défunts. Et puis le soir, donc, on récitait le chapelet dans les familles, déjà à l'église avant. Et puis le soir, pendant la sonnerie des cloches, on récitait le chapelet dans les familles pour nos parents défunts. Mais ça, vous l'avez vécu vous-même ou bien vos parents? Je l'ai vécu. Moi-même, même ici, après, quoi, les premières années. Pensez, les enfants, ils ont 50 ans maintenant. Ça se passait comme ça dans toutes les familles. Dans le temps, on récitait le chapelet dans les familles pour les défunts. Mais maintenant, ça ne se fait plus. J'aurais encore dit la dernière fois. L'année passée, on a encore prié, mais cette année, il y avait un match de hockey. Alors, il fallait partir à une telle heure pour aller à ce match. Alors, ça se perd, quoi. Puis à la maison, on se réjouissait. La maman préparait un petit vin chaud, ou bien un thé avec des biscuits, ou bien les noix, voilà, les noix, les pistaches qu'on mangeait après, le soir, quand on a prié son chapelet. Maman avait toujours une petite surprise, des fruits, des bonnes poires qu'elle nous mettait sur la table, qu'elle avait eu beaucoup de soin de préparer longtemps à l'avance, les mettre de côté. À la campagne comme à la ville, les temps ont changé. Que deviennent ici les manifestations du souvenir? Herr Alfons Dreher, Dornacher, wohnhaft gewesen am Zankerweg 26, im Alter von 73 Jahren. Am 2. Januar starb Herr Theodor Staus, Sommerer, à Zurich, dans l'église de Bruder Klaus, une messe pour les morts est célébrée le 2 novembre. Le prêtre cite les nombreux paroissiens décédés dans l'année. Ici, comme dans d'autres paroisses de la ville, un cierge est allumé à l'appel de chaque nom. Im 88. Lebensjahr. Und am 25. Oktober starb Frau Nina Lustenberger Albrecht, früher in unserer Pfarrei wohnhaft gewesen. Wo sie gestorben ist, wohnte sie an der Renkerstraße 70 im 80. Altersjahr.
Au terme de la célébration, le prêtre conclut: L'évocation de ces noms doit témoigner, chers fidèles, que ces morts ne sont pas oubliés, ni de Dieu, ni de nous tous. Images, gestes et commémorations pour les morts ont été depuis le début de la Réforme absents de la doctrine protestante. Pourtant, depuis quelques années, certains protestants allument sur les tombes les bougies du souvenir, comme ici à Rougemont, dans les Alpes vaudoises, à Noël. Il y a une petite obsession chez les protestants de ne pas être catholique. Pendant longtemps, au fond, ça a été un peu ça. Les catholiques en faisaient trop et nous, on n'en faisait pas assez, d'une certaine manière, je crois qu'on peut dire, pour résumer. Aujourd'hui, on rééquilibre un peu les choses. D'une part, encore je le répète, parce que le débat confessionnel est devenu beaucoup plus vrai, authentique et positif, et puis parce qu'on a redécouvert qu'en effet, l'homme n'est pas un pur esprit. Ce qu'on aurait dû savoir depuis longtemps, la Bible ne dit pas, ne cesse de le dire. L'homme n'est pas un pur esprit, il est un corps, une réalité charnelle, incarnée, et qu'il faut que ça passe. Notre foi doit s'inscrire dans notre corps, dans notre vie concrète, et pas simplement au niveau d'un discours, pure parole. N'est-ce pas ? Je crois qu'on redécouvre aussi en tradition protestante, par exemple, l'importance des sacrements. Ça va avec ça. Le sacrement, c'est une manière d'incarner, dans des gestes simples, mais tout à fait corporels, de l'eau, du pain, du vin, des vérités éternelles, des vérités spirituelles. Mais elles sont incarnées. Elles nous rencontrent au cœur de notre existence. Alors là, je pense qu'il faut très honnêtement reconnaître que notre tradition protestante, sur ce point, a été probablement faible et trop crispée. Qu'elle a oublié toute une dimension. On peut comprendre dans l'histoire que par réaction contre un excès, excessif peut-être, d'un certain déploiement catholique qui avait besoin de retrouver les vraies questions, les vraies valeurs, mais je crois qu'on est allé trop loin dans l'autre sens, au point que toute une dimension symbolique de la personne et de la vie a été un peu oubliée, à propos de la mort, mais pas seulement de la mort. À Bâle, sur l'esplanade du cimetière, le dimanche qui suit la Toussaint, la Stadtmusik joue quelques morceaux de circonstance. Diverses sociétés, chœurs ou fanfares s'unissent ce jour-là au nombreux public pour commémorer le souvenir de leurs membres défunts. Au-delà de la diversité des cultures, des pratiques locales de notre pays, au-delà de nos expressions religieuses, au-delà de nos gestes quotidiens face à la mort, s'affirme au profond de l'homme sa quête d'absolu, de sens et de pérennité.